à tous et bienvenue pour une nouvelle vidéo sur la tier list des éditions de Magic en format moderne, 6ème partie. Donc aujourd'hui, comme d'habitude, je suis accompagné de Dark Greens. J'espère que tu vas bien, Dark Greens. Oui, ça va bien, et toi? Moi, ça va super bien de mon côté. Légèrement baissé le son. Voilà, parfait. Bref, aujourd'hui, on va tout simplement faire la 6ème partie de l'édition de la tier list des éditions de Magic the Gathering. Donc aujourd'hui, on va tout simplement parler de Battle of Zendikar et des éditions jusqu'à la fin. Voilà. Le plus d'éditions avec laquelle on a le temps. Voilà, tout simplement. Et voilà. Bref. Et donc précédemment, en fait, on était rendu... on avait terminé Magic Origin qu'on avait mis dans Correct. Et du coup, on était donc rendu dans Battle for Zendikar, qui est en fait le deuxième bloc sur le plan de Zendikar. Donc, justement, on va commencer par cette édition-là. Donc, Battle for Zendikar pour commencer. Particularité aussi en passant, c'est à partir de ce moment-là qu'on est seulement à 2 sets par bloc et non 3 sets par bloc, si je me trompe pas. Exactement, oui, en effet, parce que avant, dans Can of Tarkir, c'était 3 éditions par bloc. Là, c'est quelque chose qu'ils font plus du tout aujourd'hui. Là, je veux dire, c'est juste une édition dans une seule... c'est une et dans un seul plan, il y a une seule édition, puis après ça, on passe au prochain plan, soit un nouveau, soit un ancien qu'on avait déjà visité. D'ailleurs, le prochain qui va arriver, bien... Bref. Non, je me rappelais plus c'est quoi le prochain qui arrivait bientôt, mais bon, pas grave. Bref, on commence donc par Battle for Zendikar. Et du coup, qui est le deuxième bloc. Qui est le deuxième bloc sur Zendikar. Donc. Bref! Quelle carte on va commencer par parler? On va commencer par un enchantement qui s'appelle Retreat ou Corlem. Voilà. Un enchantement coûtant 3 dons à bleu qui dit que quand tu as l'aide entre en jeu, tu choisis entre taper ou détaper une créature ciblée ou scry 1. En gros, c'était une carte qui était quand même jouée en moderne, beaucoup moins à l'instant, mais je pense que je vais t'expliquer, on va te laisser expliquer un peu le combo qu'il y avait. En effet, oui, parce qu'en fait, on va en parler de la combo maintenant parce que c'est la deuxième pièce de combo avec le fameux Knight of Reliquary dont on avait déjà parlé. Donc, cette 2-2 pour 3, puis qui dit qu'elle gagne plus pour chaque ligne que tu contrôles dans ton cimetière. On s'en fout. Mais en fait, c'est tu sacrifies une forêt ou une plaine, tu t'en vas chercher un land, tu le mets en jeu. Sauf que un land entre en jeu, trigger, tu untapes le Knight of the Reliquary avec le retweet au Coralem. Comme ça, tu pouvais resacrifier un land et tout. Et en fait, ça permettait de tout simplement vider ton deck de tes lands, tout en ayant la possibilité d'avoir une gigantesque patate qui tapait extrêmement fort. Malheureusement sans capacité d'évasion, mais bon, c'était une combo qui permettait juste d'avoir une grosse bite. Donc voilà. Avec être sûr de jamais repiger un land non plus. Exactement, ouais. Jamais de la vie. Sauf si le gars décide de jouer certaines cartes qui exilent des trucs, ben ça on s'en fout, c'est pas grave. Voilà. Donc c'est plus vraiment une combo qui est jouée aujourd'hui, mais je le mentionne parce qu'il fait quand même... Parce que c'est quand même intéressant de revenir sur les cartes qui ont déjà été jouées dans le moderne. Enfin, parmi ceux que je connais, bien entendu. Ensuite de ça, on a le Waste. On a le Crumble to Dust qui a une petite particularité dans cette édition qui s'appelle le Devoid. Ça dit que la carte n'a pas de couleur, en gros. Et donc, à part ça, Crumble to Dust, ça permet d'exiler un terrain non base, puis toutes les laines du même nom dans toutes les autres zones. Genre, à part dans l'exil évidemment, donc parce qu'il est déjà exilé techniquement. Donc, main, graveyard, librairie également. Bref. C'était pas mal la carte qui était jouée contre Tron dans le temps. Avec Blood Moon, quand c'est sorti, beaucoup de monde disait ben, c'est pas compliqué, t'enlèves ça, Tron fonctionne plus parce qu'il était sûr qu'il n'y aura plus aucune tower. Problème à cette heure, c'est qu'il y a beaucoup plus de solutions au Blood Moon qu'il y a un tour avant. Il y a d'autres nouvelles cartes qui sont sorties qui peuvent gérer parce que le problème avec Crumble to Dust, c'est ça arrive souvent le tour que Tron est actif. Exactement, ouais. C'était quand même joué dans Ponza parce qu'il était quand même capable de faire une bonne grosse quantité de mana. C'était jouable tour 2 en passant. Parce qu'en fait, tu pouvais genre, tour 1, Elfe de Liane voir. Tour 2, land, je mets Utopia Sprawl sur une forêt. Puis après ça, 2, je détape ma land qui donne 2 mana, 2 à nouveau. 4 de mana, dont un rouge.
Crumble to Dust. Donc oui, C'est vrai. c'est une bonne carte en Panza encore aujourd'hui. Mhm. Mais c'est vrai qu'il y a des meilleures solutions, style Blood Moon. Mhm. Blood Moon, c'est meilleur. Mhm. C'est fort contre plus de decks. Ouais. Donc voilà. Prochaine carte. Qui est le. Qui est, donc d'abord, on va passer outre le Seven Skyring, qui est tout simplement une réédition. Une réédition qui date quand même d'un peu longtemps, là. Tu sais, c'est une réédition de. Mirodin? Si je me trompe pas, effectivement. C'est ça, c'est une T'as réédition raison, du je pense blog que Mirodin. si je me trompe pas. Qui a même pas été réédité depuis, si je dis pas de conneries. Mhm. Avant, donc c'est quand même une réédition gold. Voilà. Ensuite de ça, on a. Donc Bring to Light, qui a déjà fait partie d'une stratégie en moderne, mais qui a surtout joué en pionnier aujourd'hui. Donc en fait, le principe, c'est que tu jouais dans un deck qui s'appelle Nimizet Parun. Pas Nimizet. Non, excuse. Pas Nimizet Parun. Nimizet. Reborn? Exactement, ouais. Donc Nimizet. En fait, le deck était autour de Nimizet. C'était un deck 5 couleurs assez lent. C'était un deck extrêmement lent. Et voilà. En fait, tu jouais beaucoup de sorts de couleurs avec beaucoup de contrôle, comme des Vrasballs, style Supreme Verdict, des Lightning Helix, des Assassin's Trophy, des Maelstrom Pulse, etc., etc. Il y avait une Nimizet en jeu, tu avais plein de removals, tu pouvais ramasser plein de cartes dans ta main d'un coup, c'est lui ton killer en fait. Exactement. Tu pouvais le protéger avec Devin's Vito, toutes choses. T'avais Dreadborn, t'avais Terminate, t'avais. En gros, toutes les removals ou les counterspells qui étaient deux couleurs étaient souvent joués, ou peut-être même des créatures de couleurs qui valent la peine aussi. Là. Exactement, ouais. Avec évidemment Bring to Light, parce que tu peux aller chercher aussi. Ouais. Mais c'est plus vraiment c'est un deck qui a pas été très joué longtemps en moderne. En pionnier, je sais pas si c'est encore joué par contre. Je sais pas. Parce que c'est Je là sais que qui. des fois, à Star, ils jouent Bring to Light pour aller chercher une nouvelle carte parce que le fait que tu peux caster la carte sans payer son mana cost, tu peux payer comme caster l'autre côté d'une Ah, carte. c'est ça, le voilà. Si je me trompe pas, là. Ouais, c'est ça. Donc le voilà, Nimizet Reborn autour de. C'est plus forcément autour de lui, mais le deck, il est renommé le Bring to Light. Il joue des cartes de couleur, évidemment, style 5 couleurs. Ok. Ben, Valky, justement, là, tu sais. C'est la niaiseux, mais Valky fait que quand tu fais Bring to Light, tu peux caster Valky, mais finalement, tu castes pas Valky, tu castes Tibalt. Ouais. Du fait que tu peux casser l'autre côté. C'est une carte techniquement, ben là, elle est noire d'un côté, fait que sûr ça fonctionne pas avec Niv-Mizzet, là, mais souvent c'était une des raisons pourquoi tu joues Bring to Light. Là. Une Ouais, autre en effet. façon. Ouais, je savais pas que ça fonctionnait encore avec Bring to Light pour mettre Tibalt à la place. Si je me trompe pas, oui. Ouais. Mais ça marche plus avec les cartes de cascade, par contre. Non, c'est ça, ça marche pas avec les cascades, c'est vrai. Non, en effet. Bref. Prochaine carte dont on va parler. Il est où? On va parler du cycle D. On va parler des deux cycles de terrain qu'il y a dedans. Donc, déjà, il y a une partie du cycle des Manlands des Zendikar original qui ont été réédités. Donc, on a d'abord. Je mentionne que le Chablis ici parce qu'il y en a un autre en Simic qui se transforme en 3-3 Exprove, mais c'est vraiment poubelle. Ça, c'est vraiment une carte de merde. Mais Shablin Van, lui, ça devient une 2-3 lifelink pour 3 dont un blanc et un noir. Qui était joué dans une version alternative de Death Shadow qui était plus orientée Eldrazi en fait. On va y revenir d'ailleurs là-dessus. Effectivement. Ouais. Ensuite, il y avait le cycle des Battle Lands. Donc, les Battle Lands, c'est des lands que vous connaissez sans doute parce qu'ils sont très souvent reprint à l'heure actuelle et qui ont toujours leur cycle non complété. Bref. Je viens de penser à quelque chose, c'est pas Dead Shadow, c'est Dead Taxes. Devin Taxes, excuse. Ah, ok, je me suis peut-être trompé de terme, excuse-moi, c'est Dead Death Shadow Shadow. n'existait pas encore techniquement. Ah, peut-être. Oh, ouais, en effet. Mais je me suis peut-être trompé, c'est Devin Taxes, excuse-moi. Merci de me corriger si j'ai dit des bêtises. Alors que c'était clairement pas ce que je voulais dire. Mais bref, une version blanc-bleu. Oh, blanc-noir, pardon. Et enfin, on avait les Battlelands, comme je le disais, dont le seul représentant qui était réellement joué, c'est le Sinoglad. C'est des terrains, en gros, qui arrivent dégagés si vous contrôlez deux terrains de base. Si vous êtes un joueur de Commodore, vous les connaissez sans doute parce qu'ils sont tellement reprint dans tellement de decks de Commodore, ils valent plus rien aujourd'hui. C'est ce que je veux dire. En effet.
Et pourquoi je parle du Cinderglad précisément? Ben parce qu'en fait, il y avait le deck Valakut qui jouait les Cinderglad, justement. Parce qu'ils avaient le type montagne, justement. Exact. Il pouvait y avoir la forêt en plus, tout ça. C'est sûr que là, Star Deck de Valakut n'est plus vraiment joué, fait que Cinderglade, t'es étant la seule qui était en joué, ne l'est même plus. Quand j'y Exactement. repense, pour dire à quel point que c'est plus vraiment joué, même en Pioneer, ça les joue même pas. Pour les decks, ils jouent même pas. Ben, en fait, le problème, c'est que la stratégie qui utilise la stratégie du Valakut, à savoir la mêlée titan, en fait, il n'y a même pas besoin de montagne, puisqu'il y a juste à jouer un triade de Elysian. Ouf. Ouais, c'est ça, la fameuse triade, je vais vous montrer 2 secondes. Elysian Grove. Ah, le voilà. Elysian Grove. Donc en fait, ça donne le type de. Tous les types de terrain de base à tous tes terrains. En plus des autres qu'il possède. Donc t'as pas besoin d'avoir 5 montagnes, puisque lui, il les donne. Puis même à Valakut lui-même, il gagne le type montagne. Et lui-même, en arrivant en jeu, il pourrait même compter en fait. Il niaise de même. Donc voilà. Donc c'est pour ça que c'est le glace, il peut vraiment jouer. Ça arrive à engager si tu contrôles pas 2 terrains de base. Voilà. Bref, ça dépend du budget de ton deck, mais c'est pas conseillé de jouer des Battlelands aujourd'hui en moderne. Voilà. Il y a bien des meilleurs, il y a bien meilleur comme alternative en termes de terrain à jouer dans les decks de moderne aujourd'hui. C'est genre les Pinelands par exemple qui sont largement meilleurs. Les Shocklands, pas les Shocklands, parce que c'est quand même des cartes un petit peu plus budget par rapport. Mais on a aussi par exemple les Checklands, pardon. Voilà, les Checklands, c'est le Isolated Chapel ou encore le fameux Fire Bluff Canal. Exactement. Non, non, ça c'est à Fastland, là, ça n'a pas rapport. On va y revenir là-dessus. En tout cas, bon. Ouais. Sulfur Fall, voilà, Sulfur Fall. Ouais, c'est ça. Mais, pas encore fini, parce qu'il reste 2 cartes à enlever, puis il y a des Eldrazi là-dedans. Yep. Et on va tout simplement commencer par le Wasteland Strangler. Une 3-2 pour 3 dans un noir avec Devoid, donc il n'y a pas de couleur. Quand tu arrives en jeu, tu peux mettre une carte de l'exil qu'un adversaire possède dans son cimetière. Puis si tu le fais, une créature sublime gagne -3/-3. Donc, on m'entend en passant dans ton micro. Oh, excusez-moi. Ok. Gros, c'était joué avec une autre carte qui s'appelait Tidal Sculling qui permet d'exiler une carte de la main de l'adversaire lorsqu'il arrive en jeu jusqu'à temps que lui-même meure. En faisant ça, ben, si tu jouais ton Wasteland Strangler, sa carte, à place d'être dans l'exil, elle est dans son cimetière. Ce qui faisait que Tidal Scholar, s'il mourait, ben, il prenait pas la carte parce qu'elle était plus dans la même zone. Ça faisait de tuer même une autre créature en arrière. Donc, c'est un 2 pour 1 facile. Exactement, ouais. Donc cette stratégie, en fait, c'était joué dans justement le fameux Death and Taxes en blanc-noir. D'ailleurs, c'était carrément appelé le Death and Taxes Eldrazi Orzhov. Ouais. Mais la grosse carte qui vaut toute l'édition au complet à lui tout seul. Moi, reprint récemment. Exactement. C'est bien évidemment le fameux Ulamog. Ouais, le fameux Ulamog. La fameuse 10 pour 10. Quand tu le castes, t'exiles 2 permanents ciblés. Indestructible. Le joueur défenseur, quand Ulamog l'attaque, ben il exile 20 cartes du dessus de son deck. Voilà. Ouais, c'est ça. Et qui est encore joué justement dans Tron, justement. Même encore aujourd'hui. Effectivement. Je vais en jouer en une copie, des fois 2. Ouais, c'est vrai que c'est pas mal plus ce deck-là. C'est ça, on n'est pas dans. Ouais, c'est ça. C'est parce qu'en fait, on n'est pas dans le même cas qu'avec Yu-Game, qui aujourd'hui n'est plus vraiment joué. Ou très rarement. Là, Ulamog, lui, il est toujours joué parce que son effet simple, même quand tu le counter, le fait qu'il exile 2 permanents de ton choix, c'est juste extrêmement puissant, là. Même encore aujourd'hui, là. C'est pour ça que les gens le jouent énormément, là. Quand Secret Creator. Mais ça, on va y revenir dans la prochaine partie, ça, évidemment. Ah oui, plus tard, ça. Plus tard. Ouais, ça va être plus tard. Bref. Donc, au final, qu'est-ce que t'en penses de cette édition?
Ben, c'est sûr que Ulamog a quand même beaucoup sa place. Sylvain Scrank, c'est un peu joué. Ouais, mais c'est surtout Ilamog. C'est surtout Ulamog qui fait. Je ne sais Ouais, pas, c'est mais ça. c'est Puis surtout Tron, Ulamog. Tron, ça reste un bon deck dans la méta à l'heure actuelle. Fait que moi, Oui, juste à cause de lui, je le mettrais dans plutôt bien. ouais, effectivement. Ça vaut la peine. Je veux dire, Ouais. c'est sûr que Ulamog fait tout le. Tout Battle of Zendikar parce que c'est plate, mais les autres cartes sont à peine jouées un peu par parcimonie, mais Ou jamais pas. vraiment top Ou méta plus non plus. vraiment jouer. Effectivement. Ouais, c'est ça. Oh boy. Astar. On va parler de Out of Gatewatch. On va parler de Yep. Out of Gatewatch. Ça, là, ça va ramener des mauvais souvenirs, là. Pour ceux qui connaissent la petite histoire, quand Out of Attends, attends, Gatewatch attends, est attends. sorti. Attends. Ça, on va la raconter après, ça. On va laisser Alright, le suspense. On va laisser le suspense et on va parler des autres cartes d'abord. Bye. c'est bon. Ok, donc, j'ai... Carte que j'ai... On va commencer par le seul Eldrazi qu'on va parler en premier. Donc, on va commencer par le Eldrazi Displacer. Qui est une 3-3 pour 3 dons en black, qui est Devoid évidemment, et qui pour 3 dons en mana colorless, t'exile une autre créature et retourne en jeu engagé sur le battlefield. Voilà. Donc, qui était joué notamment dans Death and Taxes. Voilà. Mhm. C'est plus vraiment le cas aujourd'hui parce que c'est une carte qui demande Non. un peu trop de sources, malheureusement. Effectivement, puis Dead End Access n'est plus joué du tout. Ouais. Eldrazi and Taxes. Ouais, c'est ça. Ouais. C'est surtout dans la version Eldrazi. Ça reste une bonne carte en commandeur, là, c'est sûr et certain. Mais malheureusement, c'est plus vraiment bon en moderne. Mais c'était joué dans les decks Death and Taxes. Même dans les versions Ouais. mono blanc d'ailleurs à ce moment-là. Oui, effectivement. Bon! Parlons ensuite de Kalitos. Le traître de Geth. 3-4 lifelink pour 4 dons de noir. Quand une créature non jeton qu'un adversaire contrôle devait mourir, à la place, exilez-le. Et créez un jeton de... créez un jeton de 2 qui arrive en juste son contrôle. Et pour 3, et en sacrifiant un autre zombie ou un vampire, il donne 2 marqueurs +1/+1. Ça, c'était comme pas mal la carte que John utilisait. Ou même d'autres decks qui étaient pas mal leur win con après ça. T'es là, ben je t'enlève une créature, moi je gagne une créature. Ta créature reviendront pas non plus. Fait que c'était bon contre du Graveyard 8. À ce temps, malheureusement, il n'y a plus vraiment grand chose qui. C'est rendu trop lent finalement. Ok, ouais. On a d'autres cartes qui sont sorties avec Modern Horizon 1, Modern Horizon 2 surtout, qui peut gérer Ouais, le il coûte quand cimetière même d'une 4. meilleure manière, coûte moins cher surtout. Ouais. Il coûte 4 à jouer en sacrament. C'est vrai que c'est calissement cher en esti. On peut le comparer, Blood Red Elf te donne 3-2 Ace, mais donne aussi un autre spell gratuit qui joue à 4. Et à Star, une autre carte qui est printée, qui est même meilleure que lui, qui est lui. Elle est encore jouée en moderne et dans d'autres formats. Mais ça, c'est plus tard. Yep. Donc, ensuite, prochaine carte dont on va parler. Ah, le voilà. Ça, c'est une autre carte de site. Le Kozilek Return, qui fait 2 dégâts à chaque créature pour 3 noirs rouges. Avec des voids, évidemment. Et quand tu casses un Eldrazi avec une valeur de 7 ou plus, tu peux exiler le Kozilek Return pour infliger 5 dégâts à chaque créature. Donc ça, c'était une carte de site qui était jouée dans Tron. Il y a pas mal longtemps de ça. Oui. Et en fait, cette carte-là a été la raison du pourquoi le Grove, ce vieux terrain qui était ce vieux terrain de Planar Chaos qui donnait un point de vie si tu faisais du mana rouge ou du vert ou du colorless. Ouais. C'était la seule et unique raison pourquoi le deck Tron jouait ce terrain-là en fait. Et au final, le gars, il jouait des créatures tellement grosses, il y avait tellement des effets puissants qui s'en colissaient que tu gagnais 1 point de vie à chaque utilisation. Voilà. Puis en plus de ça, comme la plupart du temps c'est du colorless que tu utilises, ben tu fais même pas gagner des points de vie en plus. Et voilà. C'est juste bien sûr de même. Ça te sert, après, le vert, ça servait pour le fameux. Exactement, Ancient Steering. La carte de set a finalement disparu après un certain temps. Et depuis, le terrain a disparu du format et on l'a plus jamais vu. 2 dégâts, c'est pas assez. À cette heure.
Eh ouais! Bref, on va en parler quand on va être en Modern Horizon. Bref, prochaine carte, on a... Ah, ça c'est cool ça. Donc on a le Reckless Bushwhacker. Une de 1 pour 3 dans un rouge qui a le Surge pour 2 dans un rouge. C'est un coup alternatif qu'on peut faire uniquement si on a déjà casté un autre sort avant. Il y a le Haste, et quand il entre en jeu, si son Surge Cause a été payé, toutes les autres créatures plus 1 plus 0 et Haste jusqu'à la fin du tour. C'est joué en ce moment dans un seul type de deck qui est vraiment pas top tier, qui est 8 Whack, justement, parce qu'avec Reckless Bushwhacker puis Goblin Bushwhacker, Oui. qui ont vraiment le même synergie pour faire énormément de dégâts en peu de temps. Oui, en effet. En fait, le principe du deck, c'est que tu mets des tonnes et des tonnes de gobelins le plus possible. Certains même en utilisant des sacrifices d'artefacts pour le mettre en jeu. Donc, le 8-Wack, je pense qu'on peut aller le chercher dans la liste. De toute façon, ça devrait être facile à trouver, vu que ça, c'est 8 cast affinité. Ça devrait être facilement trouvable, là, normalement. C'est un deck mono rouge, en fait. Effectivement. Je Mais. pense. 8 Field, peut-être, non? Ah non, ça doit être Field of the Dead. Non, Peut-être le qu'ils ont changé 8 leur nom. field, Je sais pas. right. Non, non, pas du tout. Ok, Non, c'est c'est vraiment autre pas chose. du tout le même deck, pas en tout. Mais ça, c'est pas tant joué, tout simplement. C'est ça, j'ai de la misère à le chercher, vous voyez que c'est pas tant joué que ça, là. Non. Crack White Shot. Ah, moi, c'est un deck que j'aime beaucoup. C'est pas le meilleur des decks qui existe, mais il est cool pareil. C'est Dredge, évidemment. Hey, Track, ça, c'est pas ça pantoute. On aurait d'artefacts? Non, c'est pas ça pantoute. Ok, c'est pas grave. Mais voilà, donc vous voyez l'idée, là. Mettre des tonnes de gobelins. Il y a même un sort qui est sorti dans Phyrexian All Baby One qui permet d'infliger... qui permet d'infliger... Ah! Mon bras. Il y a même un sort qui permet de détruire un artefact ciblé. Si c'est toi qui le possèdes, tu crées 3 jetons de gobelins en 1. Et en fait, en fait c'est cool parce qu'au lieu de juste sacrifier un artefact en guise de coup supplémentaire, utiliser genre notamment le Mishra Bubble dans le deck. En fait, ce qui est intéressant, c'est que ça donnait une carte de side main deck. Et ça, c'est très intéressant comme avantage. C'est vrai. Après, les decks artefacts, c'est pas les trucs les plus courants, là. À part peut-être contre Tron. Donc, contre Tron, c'est vraiment intéressant de casser les... C'est quand même très intéressant de casser leur Expedition Map. Genre faire... Expedition Map Tour 1, je vais te casser. Qu'est-ce que tu vas faire sans tes terrains? Sans avoir la possibilité d'aller chercher le terrain que tu veux. Il y a quand même un Hammer Time aussi qui est joué. Oui, aussi, tu peux casser directement son équipement, mais généralement, il faut faire attention parce que le gars... ou tu peux casser le Min-Might. Voilà. Ouais. C'est possible. Bref. Bref, prochaine carte. La prochaine carte, c'est une carte venant d'un deck que j'ai vraiment aimé à l'époque, que j'aime beaucoup, à l'époque où c'était joué. C'est Reflector Mage. Qui a carrément été banni en standard avec une autre carte, en même temps qu'une autre carte dont on va parler plus tard. Donc ça rentre en jeu, tu retournes une créature qu'un adversaire contrôle dans ses mains. Et le possesseur de cette créature ne peut pas, ne peut pas jouer des sortes du même nom que la carte qui a été de créature en question jusqu'au début de son prochain tour. Non, jusqu'au début. Pendant son prochain tour, pardon. Donc, j'ai mal formulé, là. Et en gros, c'était une excellente carte dans Pentacolor Human qui a été jouée pendant la. Qui est apparue autour de Rival of Ixalan. Quand l'édition Rival of Ixalan est sortie. Voilà. Voilà, c'est un super deck. Même Ixalan, même, mais on va en parler plus tard. Ouais, ça, on va en parler dans la. On va en parler plus tard, ouais. Bon, ensuite. Prochaine carte. Le Sigurd Wake-Age. Non, c'est pas ça. Terrain. Et là, Sigurd Wake-Age. Un terrain qui donne du colorless. Mais pour 3 dont 1 mana colorless, tu peux piger une carte. Mais uniquement si t'as pas de carte dans ta main.
Ça a été joué un petit peu en tronc, mais c'est tout. Pas grand chose de plus à dire. Même là, c'était une copie des fois. C'était une copie, en effet. C'était quand une seule copie. On peut aussi mentionner un nouveau type de terrain de base. Mais pas un nouveau type de terrain de base, mais un type de terrain un peu particulier. Un basic land qui a pas de type de terrain. Exactement, ouais, la waste. Tu l'engages pour uniquement faire du colorless. Ok, ouais. D'ailleurs, pour ceux qui ne le savent pas, en fait, les versions basic, genre comme ça, là, ils valent plus cher que les Extended Art. Pour la simple raison qu'ils étaient trouvables uniquement que dans les bundles de l'époque. Oui, c'est vrai, les bundles ou les. Non, y avait-tu un deck d'Eldrazi Ben, ça s'appelait dans les Fat Packs. intro packs? Non, Ouais. c'était pas les intro packs, c'était vraiment les Fat Packs. Ou ce qu'on appellerait aujourd'hui des bundles aujourd'hui. Effectivement. Donc, il y avait que là-dedans qu'on pouvait trouver les Basic Lands dans ce format-là. C'est pour ça qu'ils valent un petit peu cher aujourd'hui. Ouais. En tout cas, bref. Donc voilà, ça, c'est efficace dans n'importe quel deck colorless. D'ailleurs, les terrains qui donnent du mana de la couleur en question... mettons que tu joues un deck colorless, mais que tu inclus là-dedans une swamp ou une île, est-ce que tu es autorisé à le faire? Il me semble que oui, hein. C'est juste qu'elle va juste te donner du colorless. Attends, on parle en Commander, là. Ouais. Il me semble que t'as-tu le droit de mettre une swamp? Ben, techniquement, c'est un colorless. Ça va te donner du mana comme si c'était ouais. du colorless, en fait. Vu que c'est pas de la couleur légale. Si je me trompe pas. Bon, ben, de toute façon, le monde ne font pas ça, mais effectivement. Ouais, ils mettent toutes des wastelands là-dedans, c'est sûr. Ouais, parce qu'il faut peut-être des cartes qui disent Add a mana of any color, mais je pense que t'as pas le droit de mettre de. Peut-être qu'avant les decks le permettaient parce que tu peux avoir des decks colorless avec, exemple, un vieux card, mais t'avais pas de waste, donc. Eh ouais. Pis t'avais peut-être pas assez de non-basic colorless source, peut-être. Ça à Peut-être, ouais. vérifier, voir comment que le monde jouait leur deck colorless avant que Out of Gatewatch sort. What the fuck, il y a des versions Clear, ouais. des secrets de l'air avec genre le bonhomme qui est à terre comme s'il avait saigné du nez pis qui était évanoui. Il y a une fourchette dans une. Quoi? Ouais. C'est, je pense avec Bloodball, si je me trompe pas, c'est Secret Lair là. Ah, le fameux Bloodball, ouais. Ok, ouais. J'ai pas envie d'essayer ces jeux-là en vrai. Ça me tente vraiment pas. En tout cas, bref. Bon! Il reste-tu des cartes? Ok. Bon! Je pense qu'il est temps de parler d'un des gros problèmes de cette édition quand il est arrivé. Donc, on va citer en même temps les 4 cartes en question. On va carler. D'abord, on a le Mentor Shaper. Ouais. Une simple 3-2 pour 3 dont un mana colorless. Qui, quand il meurt, révèle le top de ta librairie. Si c'est une carte de permanent avec une valeur de 3 mois, tu le mets en jeu. Sinon, tu le mets dans ta main. On a ensuite le Reality Smasher. 5-5 Trample Ace pour 5, dont un mana colorless. Qui a l'équivalent du Ward aujourd'hui. Terre qui est apparu avec Strixhaven. T'es obligé de te défausser d'une carte quand tu le targetes avec un sort. Ensuite, on a le fameux. Non, je viens de penser à quelque chose. Ouais. Reality Smasher, c'est seulement un target d'un spell. Ward, c'est spell ou habileté. Ah ouais, t'as raison. Become the target un spell, on a besoin que ça. Ouais, t'as raison. Donc c'est pas vraiment le Ward, mais c'est juste moins fort. Demi-Ward, on va dire. On va dire ça, ouais. Yo, le bonhomme, là. Il est à gauche. Je l'ai vu, mais je t'ai passé devant dessus, mais c'est à gauche. Attends, t'es où, toi, là? Ah, là, voilà, c'est bon. Yeah. Dans notre cire, donc ensuite, une 4-4 pour 4, dont un mana colorless. Quand il arrive en jeu, un adversaire révèle sa main, tu exiles une carte non terrain. Quand il meurt, un adversaire ciblé pige une carte. Et enfin, surtout, l'Eldrazi Mimic, 1 pour 2 mana. Quand une autre créature colorless entre en jeu sous ton contrôle, tu peux faire que l'Eldrazi Mimic voit sa force et son endurance prendre également celle de la créature. Donc, déjà,
Pourquoi je dis que ces 4 cartes ont causé un problème? Eh bien, c'est en lien avec un terrain qui est apparu dans le tout premier bloc qui s'appelle le fameux... Il y en a 2, techniquement. Ouais, il y en a 2, on pourrait dire. Bon, il y a d'abord l'Eldrazi Temple, dont on avait déjà parlé, celui qui donne 2 mana colorless pour des Eldrazi, mais surtout, il y a ça. On l'en avait déjà parlé, on avait expliqué que cette carte est bannie, mais on n'avait pas expliqué, si c'est pas de conneries, pourquoi cette carte avait été bannie. Ou surtout, on n'avait pas parlé des pièces principales qui ont fait en sorte que cette carte-là était abusivement pétée. Et voilà. Donc, Dark Greens, toi qui as joué pendant cette période dans le format moderne, vu que tu as commencé à jouer en moderne plus tôt que moi, je te laisse expliquer. Je te laisse expliquer en quoi c'était complètement brisé. Alright. Fait en gros, comment ça fonctionne? Eye of Ugin fait que tes Eldrazi coûtent 2 de moins. Eldrazi Temple fait que tu peux payer 2 de mana pour faire de la mana que pour l'Eldrazi. Techniquement, c'est que c'est un Eye of Ugin, tour 1, tu peux jouer un Eldrazi Mimic. Ou 2 Eldrazi Mimic parce que les deux coûtent 0 anyway. Puis, tu peux avoir 1, 2, 3 ou 4 Eldrazi Mimic. Puis le problème, souvent, c'est que le tour d'après, si tu avais soit un autre, pas un autre Eye of Ugin, mais si tu avais un Eldrazi Temple, tu étais capable de soit, exemple, jouer un Endless One pour 4, un Thunder Seer pour 4. Tu pouvais jouer d'autres Eldrazi, un Matter Shaper au pire pour 3. L'affaire, c'est que si tu fais un Thunder Seer pour 4 puis tu as 2 Eldrazi Mimic, c'est 8 de dégâts au deuxième tour. Ou Endless One, c'est 8 de dégâts au deuxième tour. Tour d'après, tu joues un Land, tu joues Rally Smasher. Tes 2 Eldrazi Mimic, c'est des 5-5. Puis tu as une 4-4, tu fais de 19 au tour 3. Fait que tu pouvais, avec 2 Eldrazi Mimic, tour 1, c'est exemple pas de Removal. Tour 1, pas de Removal, il reste 2 Eldrazi Mimic. Tour 2, tu frappes de 4. Tour 3, tu frappes de 19. Ça fait quand même 23. Tour 3. C'est plus vite que Burn, pour vous dire. Ouais. Ouais. J'avais aussi oublié cet Endless One, j'avais oublié de le mentionner dans Battle of Zendikar. J'avais pas pensé à ça, justement. Yes. Puis c'est pas compliqué. Tous les decks quasiment qui avaient l'occasion, c'était des decks d'Eldrazi, soit qui étaient vert, blanc et bleu, soit vert et bleu. Il y avait toutes les différentes couleurs, mais c'était quasiment juste des decks d'Eldrazi. Je me rappelle d'un top 8 que j'ai vu juste des decks d'Eldrazi, puis un deck d'Elf. Oh, il y a un deck Elf! C'est infiltré là-dedans, c'est nice ça! Parmi le top 8. C'était dans le proto. C'était dans un proto, me semble, si je dis pas de conneries. Je me trompe pas, effectivement, parce qu'après ça, ils ont banni Eye of Ugin. Ouais, ça a duré genre 2 mois avant que ça soit ban. Ça a donné aussi un nom, on appelle Eldrazi Winter. On va pouvoir justement mettre dans la description de la vidéo justement un lien vers une vidéo qui explique très bien qu'est-ce que c'était l'Eldrazi Winter, qui était peut-être beaucoup plus poussé que qu'est-ce que j'ai décrit aujourd'hui. En effet, ouais. En effet. Bref. Donc vous comprenez pourquoi ces 4 Eldrazi à eux tout seuls ont détruit le format à lui tout seul. Voilà. Ça n'a pas duré longtemps, mais c'était horrible pareil. En même temps, ça a été un ban urgent anti-péché. Il y a beaucoup de monde d'ailleurs qui pensait... tu m'avais dit genre notamment que les Eldrazi mimiques... Il y a beaucoup de monde qui pensait que c'était cette carte-là qui allait se faire ban, justement. Le problème en bannissant Eldrazi mimique, tu pouvais quand même faire tour 1 Endless One à 2, tour 2 Thunder Seer facilement. Ou tu pouvais facilement jouer d'autres choses rapidement. Fait que En effet. Ça faisait pas le kill rapide, mais t'avais beaucoup de mana accélération pour pas grand chose finalement. Ok, ouais. Ouais, je comprends. Donc ouais, c'était plus pertinent de détruire la source du problème. Ouais. Voilà. Bon! Donc on le mettrait où d'après toi? Le problème, moi, ce que je trouve avec cette édition-là, en fait, le seul truc qui est... En fait, il n'y a plus aucune carte qui est réellement dans des gros decks de méta, en fait, en ce moment. Effectivement. On aurait fait ça par l'Eldrazi Winter, ça aurait été le plus important, mais on n'est plus Eldrazi Winter, on est rendu en automne. Ouais, c'est ça. Donc, ouais, non, malheureusement, cette édition-là, ça n'a plus à grand-chose. Malheureusement, ouais. Fait qu'il s'en va là. Ok! La prochaine édition, une édition que j'ai comme coup de cœur,
Parce que, en fait, on va parler de Shadow of Innistrad. C'est la toute première édition par laquelle j'ai passé la fièvre de Magic. C'est par cette édition que j'ai commencé. Je me souviens toujours, ma première grosse carte que j'ai pognée dans cette édition-là, c'était une Archangel Avacyn à 70$ à l'époque. Ah ben beaucoup, hein. Yes. Donc d'ailleurs, je l'ai même toujours dans ma collection, là. Je l'ai encore avec moi, là. Fait que c'est... Ça va être vraiment des années que je l'ai, là. Ah ouais, non, c'est comprenable. Tu sais, des fois, quand on a nos premières cartes chouchou, c'est difficile de s'en débarrasser. C'est comme un petit coup de cœur. Ok, on va commencer par une première carte. Qui est un aura de créature. Qui est joué dans... Ouais, c'est ça. Donc c'était une aura de créature qui est jouée dans Puggle, qui s'appelle le Griffbone. Qui est souvent joué genre en un seul exemplaire dans le deck, mais c'est quand même pas si mauvais que ça. Plus 1, plus 0 flying pour un blanc, mais tu peux le ramener depuis ton cimetière juste en payant 4 mana. Les 2000 d'évasion dans Buggle, ça vaut à peine. Ouais, ça vaut peine. Ouais, vraiment pas mal. Ensuite, une autre carte de Tribal Humain, qui était à la fois jouée dans Pantacolo Human, mais que je joue également dans mon Boros Human encore aujourd'hui, et qui est également jouée dans Tribal Humain en pionnier, le Talius Lieutenant. Donc, il a été reprinté quelques fois de Jumpstart dans Commander 2020, avec le fameux Tribal Humain qui était dedans, et le fameux Shadows of Innistrad. Et en fait, lui, il est fort. C'est un load assez différent parce qu'au lieu de juste donner un boost comme le fait une autre carte, n'importe quel deck de l'ordre, ben lui, à la place, va donner des marqueurs plus 1, plus 1. Puis en plus, il se boost comme le champion de la paroisse quand un humain entre en jeu. Exact. Voilà. Donc, c'est le beurre et l'argent du beurre littéralement dans une carte. Exactement, ouais. Fait que j'adore ce Talius là, j'aime beaucoup parce qu'il est cool. Mais par contre, il faut faire attention parce qu'il faut que tu joues. Pour vraiment qu'il soit efficace, il faut que tu joues au moment où tu as déjà quelques humains en jeu. Si tu le joues comme un champion de la paroisse, c'est-à-dire dès le début, c'est largement moins bon. Ouais, effectivement. Bref. Ensuite de ça, une autre carte que j'ai déjà joué dans mon humain, mais que je joue plus aujourd'hui par contre, mais qui était surtout joué dans Death and Taxes, le fameux Tramen Inspector, un 2 pour un blanc, il donne un clou quand il entre en jeu. Simple. C'est un peu efficace. Ouais, c'est un peu efficace, ça donne un clou. C'est bon dans les decks basés sur les clous. Ensuite, prochaine carte, on a le Rattle Chain. Ça va te plaire, ça. Je pense que tu la connais un petit peu, hein. Yes. Tu as un Flash Flying pour 2 dans un bleu. Quand il entre en jeu, tu donnes un Spirit ciblé et l'expose jusqu'à la fin du tour. Et tes Spirits ont Flash! Protège tes spirits, après ça, tu peux jouer en tour de l'autre. Parfait, ça. Vive le tempo absolument insane de cette carte-là. Là. C'est juste dommage qu'ils soient plus tant joués. Puis en plus, ils vont en termes d'argent américain. Là. C'est un peu bizarre. Ah non, c'est fou. Dans le temps que c'était joué en Spirit, était devenu moderne quand même, top tier. Ça avait quelques sous, mais ouais, non, ça s'est fait facilement tasser. Ben, ça s'est surtout fait tasser par Human, puis même Human n'est plus joué aujourd'hui. Ce que je trouve vraiment dommage, parce que je trouve que le deck est vraiment cool à voir être joué. Là. C'est un deck qui a beaucoup de tempo. Il est un petit peu moins agressif que Human, c'est peut-être pour ça qu'il s'est fait tasser d'ailleurs. Là. Oui. Mais il est très très... Moi je trouve que c'est un bon deck qui fonctionne très bien. Et c'est juste dommage qu'il... C'est surtout que là, tu sais, on y va là-dessus, c'est que Ether Vial est plus vraiment comme rapide pour le moderne. Ce qui fait que justement, tous les decks, exemple, Spirit, moi je le jouais effectivement. Puis il fallait même que j'enlève mes Ether Vial pour mana accélérant parce que sinon c'était trop lent. En fait, non, c'est... En fait... C'est fou quand même de dire quand tu y repenses, de dire un Ether Vial tour 1, c'est trop lent. En fait, non, le Ethervial, c'est pas que c'est lent. C'est que c'est pas que c'est lent, l'Ethervial. En fait, l'Ethervial, c'est plus une carte de tempo qu'une carte agressive. Mais ça peut rentrer quand même dans des decks tribales parce qu'en fait, ça augmente aussi ton explosivité. Tu sais, je veux dire, tu mets ça à 1, tu mets ça à 2, puis après ça, tu peux mettre genre beaucoup plus d'humains que si t'avais pas mis d'Ethervial à ce moment-là. Exactement. Mais, moi, je joue pas. Parce que c'est le pire top deck que tu peux avoir dans ton deck. Ah oui. Et justement, c'est une carte de tempo. Mon deck Human est purement aggro. Et là, on est en train de parler d'une carte dont on avait déjà parlé dans cette tier list, là. On va pas y revenir.
Effectivement. Formidable. Prochaine carte, on a le Thing in the Eye. Ça, par contre, ça vient d'un deck que j'aime beaucoup qui s'appelle le IZ Phoenix en moderne. Donc 0 ou 4 Defender pour 2 dans un bleu. Il arrive avec 4 Ice Counter dessus. Quand tu castes un instant ou sorcery, tu enlèves un Ice Counter, puis quand il n'y en a plus, il se transforme en Awoken Horror. Ou en français, le spécimen pris dans la glace qui devient une horreur éveillée. Qui renvoie. Dans la Voilà. Quand il se transforme, tu renvoies toutes les créatures non-horreur dans les mains de leur propriétaire. Donc, ça, cette carte-là, j'aime beaucoup cette carte-là parce que c'était joué dans IZ Phoenix. Encore une fois, une carte dont on va parler dans une autre partie. Mais ce deck-là, je l'adore, IZ Phoenix, là. Il y a même un deck que je joue dans Magic Arena dans format historique, d'ailleurs. Ouais, effectivement, Moutou, j'ai un deck de Phoenix aussi en historique puis en Explorer aussi. Ouais, c'est ça. Puis cette carte-là, pour être plus précis, c'était une carte qui était jouée dans les versions modernes de IZ Phoenix. Deck qui a malheureusement disparu après le ban d'une certaine carte broken dont on va parler encore une fois dans une autre partie. Oui, Otis plein de cartes dont on va parler plus tard. Suspense! Ben non, elle a déjà été bannie, mais elle a été bannie plus tard. Ouais, c'est ça. Elle a été bannie bien plus tard. En tout cas, vous verrez. À ce moment-là. Mais c'est vraiment une bonne carte. Ensuite, on a la réédition de Lightning Axe, donc, qui était déjà une carte qu'on avait vue dans Time Spiral. Et ensuite, on a l'Insolence. L'Insolence Neonate. Une 1-1 pour 1 rouge que... Bon. Voilà, l'Insolence Neonate. Une 1-1 menace pour 1 rouge. Tu peux te défausser d'une carte et le sacrifier pour piger une carte. Donc, c'était joué dans des vieilles versions de Dredge. Ça permettait simplement d'utiliser automatiquement le Dredge. Tu te défausses une carte de Dredge. Tu sacrifiais, puis après ça, tu piges une carte, mais tu déclenchais le Dredge derrière, en fait. Exact. Voilà. Et il y avait aussi ça. C'était aussi joué dans certaines versions de... On va y revenir encore une fois, c'est encore en lien avec la grosse carte bannie de Modern Horizon 1. Là. Oh, oui. Ouais. Et ensuite, on va parler du Duskwatch Recruteur. Qui peut se transformer en ça, mais on s'en calisse parce que ça sera jamais joué. 2-2 pour 2 dans un rouge. Qui a une capacité pour 3 dans un rouge. Pour un vert, pardon. Donc 2 dans un vert, ça coûte 2 dans un vert. Puis pour 3 dans un vert, voilà, j'ai bien dit cette fois-là. Regarde les 3 cartes dessus de ton deck, tu y révèles une créature et tu le mets dans ta main. Ça, c'était notamment joué dans le fameux deck de combo Devoted Druid, plus Virzé de Remède. Qui est une vieille combo. Mais en fait, avec le combo Mana Infini, ça permettait simplement d'activer cette capacité-là à l'infini, vu que justement, tu faisais mettre du mana vert, pour aller chercher le fameux Walking Ballista. La Ballista Andante en espagnol. Ou le Walking Ballista. Ah tiens, il est banni en Pionner. Oui. À cause du deck d'Eliod. Ah, ok, ouais. Eliod Company. Ok, ouais. Mais ça, on va... ça, c'est pas vraiment le sujet. Bref. Voilà. Donc, tu faisais les capacités du Duskwatcher jusqu'à ce que tu cherches un Walking Ballista, puis tu le posais en jeu. Ensuite... Le Tireless Tracker. Le tracker sans pneus. Le tracker sans pneus. Donc, la traqueuse infatigable. Ou Another Deadlich Sporensuncherry. Je l'ai tellement mal prononcé. Attends. La Body Bista Intercabile. Ah, j'aime bien ça. Ouais, c'est bon, ça. C'est bon. Ensuite, le Restreador Incansabel. Ça, c'est... portugais. Ah, malheureusement, pour les zones langues, c'est dans des lettres que je ne connais pas, donc je peux pas les prononcer, malheureusement. Ok, on va essayer d'amuser. Donc, une 3-2 pour 3 dans un vert. Quand un land entre en jeu, c'est le landfall, en gros. Tu investigues, donc tu crées un clou. Un jeton d'artefact que tu payes 2, tu l'engages, tu sacrifies et tu piges une carte ensuite. Et quand à chaque fois que tu sacrifies un clou, il garde un marqueur plus ça, plus ça. Donc ça, c'était une carte qui était jouée dans June. Il y a pas mal de bout déjà. Oh ouais, c'était une très bonne carte en June. Même moi, je jouais dans un deck de Eldrazi Rock. Ça permet de piger des cartes, fait que donner plus de value. Fait que plus que la game était longue, plus que tu avais une manière de piger des cartes que l'adversaire avait pas. Exactement, ouais.
le fait de faire des clous avec ça, là, c'était quand même assez efficace. Donc c'est malheureusement trop lent parce que c'est une carte un peu trop chère. Ouais. Et de toute façon, June n'est même plus joué aujourd'hui. Enfin, presque. Il est joué dans une autre façon, mais pas la même. Effectivement. En tout cas, bref. Prochaine carte. On va parler de Traverse de Unvenval qui était joué dans une version alternative de Death Shadow. Oui, enfin, le Death Shadow. Donc, pour un vert, tu t'en vas chercher un terrain de base, tu le révèles et tu le mets dans ta main. Ou, si tu as le Delirium, c'est-à-dire 4 types de cartes ou plus dans ton cimetière, et ben en fait, tu peux à la place chercher un terrain tout court ou une créature et tu le mets dans ta main. Exactement. Donc, un excellent tutor en fait pour n'importe quel deck basé autour des cimetières. C'était bon dans Death Shadow parce que là-dedans, en fait, tu jouais genre des Mishra Bubble. Tu jouais genre des instants, des sorceries, style des removal, poussée fatale, tantise, Mishra Bubble qui était un artefact, ou bien le fameux Street Raid que tu pouvais recycler pour payer 2 points de vie et piger des cartes. Donc non seulement ça diminuait ta vie pour permettre de jouer le Death Shadow, mais en plus ça mettait une créature dans ton cimetière, donc ça facilitait énormément la possibilité d'avoir le Delirium en fait dans le deck. Effectivement. Donc, voilà. Bref. Ensuite de ça, bon, le deck est plus vraiment joué aujourd'hui. Cette version de Death Shadow est plus vraiment jouée aujourd'hui. Puis Death Shadow, c'est plus tant joué que ça, tant en plus. C'est dommage parce que c'est un des decks les plus originaux qui existait dans le moderne. Ouais. C'est descendre tes points de vie pour mettre des grosses créatures en jeu et te défoncer la gueule et l'adversaire avec. Ça, non seulement c'est un deck qui était dangereux parce qu'il fallait que tu fasses attention à tes points de vie sans trop les diminuer. Surtout quand tu étais face à un deck qui est très agressif qui attaquait beaucoup. Voilà. Ouais. C'est vraiment un deck vraiment très. C'est vraiment un deck qui était vraiment cool. Ah! Oui. Ça, c'est la carte qui a. C'est une des cartes qui a précipité le ban d'un certain Golgari Grave Troll. Vous connaissez la référence? Oui. Donc, une 3-3 pour 3 dont un bleu et un noir. Quand une créature entre en jeu, s'il est entré en jeu depuis un cimetière ou si tu l'as joué depuis le cimetière, tu retournes la presse d'amalgame engagée sur ton contrôle depuis le cimetière au début de la prochaine fin d'étape. Donc, la prochaine end step. Donc, ça, c'est même aujourd'hui, dans les gens qui persistent à jouer Dredge, ça, c'est tout le temps dans le deck. Tout le temps. Il n'y a pas d'exception. C'est tout le temps dans le deck, le Prince Amalgame. Je pense les 3 cartes que je pense qu'on va toujours avoir dans Dredge, à moins que ça change vraiment. Prize Amalgam, Narcomiba, puis une autre carte qu'on va voir plus tard. Oui. Quoique, il y a une certaine version qui a été ajoutée. Mais je pense que l'autre est effectivement en jeu. Bref, on va y revenir à ce moment-là. Donc voilà. Donc, c'est juste un classique des decks cimetière. Bon! T'en penses quoi de Shadows of Innistrad? C'est plate, mais même si c'est ton affaire niche, ça sert à rien. Il y a malheureusement plus aucune carte qui est vraiment jouée. Le Prize Amalgam, ok, il y aurait peut-être le Prize Amalgam, mais même Dredge. Ah, il est dans le bas de la tier list en fait, ouais. Vraiment triste. Ouais. J'aurais envie de te dire, scandale pour toi. J'aurais envie de te dire, hey écoute, excuse-moi, mais moi j'ai du plaisir avec mon Talias Lunan, fait que je vais le mettre. Mais, comme j'ai décidé de mettre Born of the God dans ne sert à rien, alors que c'est une de tes éditions préférées, je vais accepter ta décision. On va le mettre ici. Ouais. Voilà. Fait que nos deux éditions coup de cœur qui vont dans ne sert à rien. Voilà, ça en dit beaucoup sur nous. C'est un petit peu plus de saupoudrage. Mais tu sais, si Dredge revient top tier, c'est sûr que ça va remonter pour Amalgam. Donc c'est sûr que ça va le ramener. C'est triste en plus parce qu'en fait, au fur et à mesure, malgré le ban de certaines cartes en fait qui étaient jouées dans Dredge, en fait, il a quand même grandi des arbres avec le temps, mais malgré tout, il a pas réussi. Encore une fois, c'est à cause de Modern Horizon 2, mais encore une fois, on va y revenir. C'est une édition qui a brisé le moderne de furieux, mais bref. Bon! Passons maintenant à Eldritch Moon. Eldritch Moon. La lune hermétique. Comment? La lune hermétique. Oui, ça c'est effectivement bien prononcé. Donc la lune hermétique, qui est tout simplement une édition
Non, j'étais en train de faire croire que c'était une édition particulière, mais en fait, j'étais en mode. En fait, je suis tombé juste dans l'une, en fait. Voilà. Donc, on va commencer par un gros Eldrazi. La deuxième version de Emrakul. Donc, qui lui est une 13-13 pour 13. Il coûte un de moins pour chaque type de carte dans ton cimetière. Donc, un peu comme si fonctionne pareil avec le Delirium. Et, quand tu le castes, tu prends le contrôle de joueur à son prochain tour. Et ensuite, ce joueur gagne un tour supplémentaire. Donc en fait, c'est pour compenser le fait que tu as contrôlé ce joueur-là pendant le tour. Et c'est une flying trample protection contre les instants. Effectivement, cette petite affaire des fois jouée dans Tron, des fois dans Coffer, mais c'est tellement niche d'essayer de jouer ça. Ouais, c'est ça. Ouais. Ça a été joué dans certains decks de moderne, mais ça fait un petit bout de là-dessus. Ensuite, Ok. ben, pareil pour le Bless Alliance. J'ai déjà essayé cette carte-là il y a un petit bout, mais c'est pas aussi avantageux que ce qu'on pourrait imaginer. Là. Genre pour 2 dons en blanc, puis avec Escalade 2, donc tu peux payer ce coût supplémentaire pour choisir un mode de plus. Un joueur civilisé gagne 4 points de vie, tu as une table de créatures, tu contrôles. Ou un adversaire sacrifie une créature attaquante. C'est surtout pour jouer contre Boggle qui dans le temps était joué en moderne. Principalement. Ok. Le fameux Boggle. Que Boggle ensuite, ben, je trouve que Boggle serait un bon deck à jouer dans les decks face aux decks 4 couleurs élémentaires. C'est genre, ça c'est Exprove, tu peux rien faire contre ça. Et après ça, je vais commencer à booster avec des enchantements, du lifelink, du first strike, je t'attaque avec, ça vole en plus. Le problème avec ça, c'est qu'Engine Explosive est encore légal. Fait Ouais. que tu peux juste Engine Explosive pour 1, puis ça fait gérer. Case of the Void est très joué, fait que tu peux le faire pour 1. Force of Vigor, qui peut permettre de péter 2 artefacts ou enchantements pour 0. Ça serait à voir. Ça serait à voir. Voir Boggle, je pense que ce serait comique de voir un deck Boggle pour le fun. Il y a sûrement du monde qui ont fait des tournois récemment avec Boggle. Ben, Je sais pas à quel point ils se sont rendus, mais. J'en ai déjà vu quelques-uns jouer Boggle cette année. Fait que. Voilà, je n'ai pas vraiment vu en action, mais j'en ai déjà affronté quelques-uns. Ça reste aujourd'hui à affronter des Boggles parce que mon deck est très agressif, mais que lui, il a juste besoin d'une balle pour t'approcher tout en gagnant de la vie derrière avec des auras de lifelink. Là. Ouais. Ça fait mal un peu. Bref. C'est genre juste weird tier comme carte de side contre ce deck-là. Là. Et Deflecting Paul. Faut pas l'oublier surtout. Bref! Prochaine carte de Eldritch Moon. Le Selfless. Le Selfless Spirit. Lui, c'est 2 en flying pour 2 dons à blanc. Tu sacrifies toutes tes créatures indestructibles. Donc, même dans Tribal Humain, il y a certains qui le jouaient parce que ça protège d'une branch board en fait. Genre, style Suprême Verdict surtout. Qui était souvent le problème. T'es Suprême Verdict, ben, je peux pas le counterspell, bon, ben, mon protection indestructible. Même que, tu il y a des decks d'elfes qui ont commencé à splasher blanc juste pour Selfless Spirit. En plus, ouais. Et Surtout face à un deck du style, je vais mettre un Fury en jeu, mais bon, Fury, c'est. Je pense que Fury, c'est pas Flash, hein. Je pense que Fury aurait pris en ban plus tôt s'il y avait eu le Flash, esti. Selon moi, oui. Hey. Surtout qu'en plus, il y a un peu. Bref. On va revenir sur cette carte-là. On va parler plus tard. Ouais. C'est genre tellement. Bref. On va parler ensuite de la carte. Ben, on va on va parler d'un autre spirit en premier, le Muzzle Wanderer. Donc encore une carte de Tribal Spirit qui était jouée dans ce deck-là. Quand un autre spirit entre en jeu, il gagne plus de jusqu'à la fin du tour, mais tu peux surtout sacrifier pour counter un instant ou sorcery, sauf si le gars il paye X, X étant sa force à Muzzle Wanderer. Un bon moyen de détruire tout espoir à ces personnes-là. Bon, à part si c'est juste Suprême Verdict, évidemment. C'est assez chaud. Ouais, c'est un peu poche par contre. Mais quelque chose qui peut counter, par exemple, Suprême Verdict. Ça s'appelle Reprieve. Non, il y a une Spirit qui peut faire ça aussi. Ah! Oui! Je viens de le voir. Ça s'appelle le Spell Queller. C'est bon. Exactement. Une bonne réponse qui dit Flash Flying pour 3 dont un blanc et un bleu. Quand tu entends en jeu, tu exiles un sort du stack avec une valeur de 4 ou moins. Et quand le Spell Queller quitte le champ. Ouais, c'est ça, ça l'exile. Et quand tu quittes le champ bataille, le joueur tu peux caster le sort depuis l'exil sans payer son coup de mana.
sauf si en réponse du trigger de Spellcaller, tu vas tout simplement l'exiler lui-même. Encore une fois, un peu comme la même manière avec Oblivion Rings. Il entre en jeu, mais si tu sacrifies en réponse, ben en fait, la créature est exilée pour toujours, en fait. Ouais, la carte est exilée pour ça parce que tu redonnes la carte avant de la reprendre. Imagine si tu blinkes un Spellcaller en réponse au trigger. Ouais. Ça fait son baba. Ou des fois, je pensais des fois, je faisais le spell caller en réponse, Essence Flux, je le blink, il gagne contre option 1, puis le spell que je t'ai counter, bah tu le perds. Ouais. Bon, prochaine carte. On va parler vite fait du Grim Flyer. Donc ça, c'était joué dans une version alternative. C'était joué un peu en mode dans June, mais c'est surtout joué dans c'était surtout joué dans une vieille version de Zorok, qui est en fait un deck qui est en fait le deck June, mais sans le rouge en fait. Effectivement. Voilà. Le fameux Zorok que j'ai déjà vu quelques fois, mais que ça n'a pas été un deck qui a vraiment marché complètement. Là. J'ai même essayé, moi, jouer une version Eldrazi, puis à cette heure, quand j'ai voulu la réessayer, c'était tellement lent que c'est, oh non, laisse faire, je sais plus. Ça a mal vieilli. Ça a Ouais. trop mal vieilli. On parlait de vieille gloire du moderne, mais qui est plus vraiment joué aujourd'hui. Où es-tu? Où es-tu? Oui. Où es-tu? Où es-tu? Ah, là voilà. Liliana of the Last Hope. Donc pour 3 dons de noir, plus 1, moins 2, moins 1 à une créature ciblée jusqu'à une créature ciblée jusqu'à la fin du tour. Moins 2, tu milles 2 cartes. Tu peux retourner une créature depuis ton cimetière dans ta main ensuite. Moins 7, tu gardes un emblème avec. Au début de la fin de ton tour, tu mets X zombies de 2. X c'est à 2 plus le nombre de zombies que tu contrôles. Il y a fun fact là-dessus, il y a quelqu'un qui a gagné un Pro Tour en standard avec l'emblème de Liliana. Ah! Ça c'était pendant le proto de Eldritch Moon? Si je me trompe pas, oui. Ok, ouais. Parce que il y avait Black White Zombie puis Mono Black Zombie qui était très fort à ce temps-là. Ah, il y avait Moon, il y avait Black White Zombie. Non, c'était pas. C'est soit Eldritch Moon ou même plus tard. Je me trompe pas, Ah! peut-être plus tard. Il y a une autre. Il y a d'autres cartes qui ont aidé à se faire sortir le deck de zombies. Ah, peut-être, ouais. Ok. Parce que c'est vrai, il y avait eu quand même pas de zombies qui sont sortis dans Innistrad puis Eldritch Moon, mais il n'y en avait pas assez en ce moment-là dans le standard pour faire le deck. Et c'est beaucoup plus tard dans une autre édition qu'on va reparler peut-être plus tard justement qui a fait que le deck est devenu standard, même pas dominant, mais présent. J'ai même moi-même gagné un de mon tapis de champion grâce à ce deck de zombies-là. Ok, nice. C'est vraiment nice. Mhm. Et en moderne, dans ce temps-là, ben, c'est surtout une carte qui était très fort en side contre les petites créatures, les decks de petites créatures. Le problème, c'est que c'est juste moins 2, moins 1. Bon, certains vont dire Counter Target Ragavan pour plus 1, là, mais ça, c'est un autre sujet. Effectivement. Mais voilà, c'est une carte qui a clairement mal vieilli, qui est plus aussi fort qu'avant, là. Même moi, j'ai pensé à le mettre dans mon site d'un des decks de Pioneer. Même en Pioneer, c'est même. Attends, je vais checker si en Pioneer c'est joué, là. Je pense pas. Liliana of the Veil est jouée en Pioneer, mais pas. C'est off the last house, c'est pour ça. Il n'y a pas de virgule. Ok, ouais. Mais voyons! Il n'y a pas de virgule. Il n'y a pas de virgule. Ah oui? Ah oui, il y a un virgule. Ah oui, Liliana virgule, t'as raison. Bah, tu vois. Ah non! Enfin, c'est c'est joué, joué. t'as pas capable de la trouver. Ok, ouais, c'est surtout une carte d'historique. Ouais, c'est même plus joué, en fait. Non, Tu vois, en Pioneer, c'est même plus joué, donc imaginez en moderne. Je sais. Ouais. Je dirais que ça, c'était une très bonne carte contre le deck de Spirit parce qu'il y a beaucoup de créatures avec un toughness. À ce temps, il y a un plein de qui coûte un de moins qui peut faire la job. Ouais! C'est dans Modern Horizon 1. Et on va en parler quand le moment sera venu. Voilà. Ça va être rendu. Prochaine carte. Ça, c'est une carte. Ça, c'est une carte de side dans June. Pour 2 dons en noir. Et en défaussant une carte avec Escalade, tu peux choisir plusieurs modes.
Un adversaire ciblé révèle sa main, tu choisis un instant, un sorcerer et tu le forces à le défausser. Une créature gagne -2, et un adversaire ciblé gagne. Perd 2 et tu gagnes 2. Voilà. Ça, c'est joué un peu en Mardu Pyromancer. C'est joué un petit peu en sideboard de A-Track aussi. Ok. Mais plus vraiment à cette heure, je dirais. Ouais, c'est une carte un peu trop chère pour ce qu'il fait. En plus, faut que tu te défausses des cartes pour plusieurs modes. Ouais! Pardon si je baille. Mais bon, c'est plus vraiment joué malheureusement. Pas grand chose de plus. Mais, on va. Ensuite, on a la prochaine carte. Le Badlam Raveleur. Donc, ça, c'était une excellente carte dans Mardu Pyromancer. Oui. Donc, 3-4 pour 8 dons d'euros. Je vais qu'il coûtait 1 de moins pour chaque instant un sorcerer de ton cimetière. Prowess. Et quand tu entends en jeu, tu te défausses de ta main et tu piges 3 cartes. Donc, un bon moyen de jouer une bonne bête qui en plus a une prowess, donc tu peux être boosté. C'est bon en fait. Oh oui. Bon, ouais, là, c'était une excellente carte dans ce deck-là. Ben bon. Encore une fois, le Mardu Pyromancer a disparu. Et. Ouais. Mais bon, là, ça suffit de parler des cartes qui sont plus vraiment jouées. On va parler d'une carte beaucoup plus intéressante. On va parler de Sigarda Haze. Qui est un enchantement coûtant 1 blanc. Tes équipements et tes auras ont flash, mais surtout, quand un équipement entre en jeu, tu l'attaches automatiquement à une créature que tu contrôles. Ça, c'est la carte principale qui est jouée dans Hammer. Et qui est un des decks principaux du format moderne. Encore joué à l'heure actuelle. Ouais. Donc le principe du deck, c'est pas compliqué. C'est que tu as Sigarda en jeu. Sigarda qui entre en jeu. Et grâce à ça, en fait, à tes créatures du style Ornithoptère, pur style Paladin, etc., Ginger Brut. En fait, grâce à ça, en fait, tu pouvais jouer des Colossus Hammer. Et quand tu joues un Colossus Hammer, tu l'attachais automatiquement à une créature. Normalement, ça devrait te coûter 8, mais ça coûte juste. C'est que c'est un équipement qui coûte juste 1. Ouais. Et non seulement en plus il y a Flash, mais en plus il attaché à une créature. Fait que du coup, ton Ginger Brut, ça devient une 11-11 Haste. Et en plus, derrière, t'as la possibilité de tellement booster ta créature qu'il se fera jamais tuer quasiment. Exact. Ça, Voilà. puis sinon 2 hammers un après l'autre, puis c'est fini. Ouais! Ouais! Désolé pour le bail mal. Donc ouais, c'est vraiment une carte extrêmement importante. Sans cette carte-là, Hammer n'existerait juste pas en fait. C'est aussi simple que ça. Ça serait peut-être joué, mais ce serait pas aussi agressif. Ah, peut-être. Ouais, mais ça serait trop fragile surtout. Ouais. Ça serait trop fragile. Y a pas assez. Parce qu'il y a peut-être le Pure Steel Paladin qui permet d'équiper gratuitement, mais c'est tout en fait. Voilà quoi. Oh, il y a une carte qu'on a vue plus tard qui était printée récemment, mais elle coûte 3. Ah, ok, ouais. Mais c'est un. Ah, ok, c'est vrai, ouais. C'est. Ouais, Lord ça. of the Ring. Ah, c'est vrai, ouais, mais on va en parler à ce moment-là. D'ailleurs, ça va être la dernière édition dont on va parler. On ne parlera pas malheureusement de Wild of the Rain, malheureusement. Parce que pour l'instant, il n'y a pas vrai. À part le Chaudron Akadra. BJ's The Mirror aussi. Ouais, c'est ça. C'est pas mal les cartes qui sont jouées. Bref. Donc, Eldritch One, moi, je le mettrais dans plutôt bien. Juste à cause de Sigarda Haze. Oui. Parce que ça reste un des decks de top meta. Sans cette carte-là, le deck n'existerait pas. Donc, ça va clairement dans plutôt bien. Une carte, je pense, t'as pas parlé, qui est peut-être qui vaut à peine, Eldritch Evolution. C'est vrai, oui, t'as totalement raison. C'est joué dans Yawgmoth, si je me trompe pas. Exactement, ouais. T'as totalement raison, j'ai complètement oublié cette carte-là. Donc, tu sacrifies une créature en guise de coût supplémentaire et ça coûte 3 en don de verre. Tu t'en vas chercher une créature avec une valeur de X ou moins. X est à 2, plus la valeur de mana de la créature sacrifiée de cette manière. Et tu exiles le Eldritch Evolution pour pas en abuser, justement. Et voilà, on voit le pauvre petit cochon. Derrière, il y a un autre cochon, mais avec plus de dents. C'est un Eldrazi cochon. C'est un Eldra cochon. Voilà. Un Eldrachon. Un Eldrachon. Oui, c'est mieux ça. Un Eldrachon. Bref. Le fameux Young Mode Evolution qui est ici. Young Mode Hospital. Bon, en fait, c'est pour jouer dans toutes les versions. Non. Parce qu'il y a surtout Call of Calling à la place, dont on a déjà parlé.
Mais il y en a qui le jouent. C'est vrai que là, peut-être avec Agatha sur le Cauldron, il y a peut-être qu'ils l'ont enlevé pour Ouais, mettre ils des l'ont peut-être Agatha sur le enlevé du deck, ouais. Thunderdome. Mhm. Mais dans tous les cas, je pense qu'il va rester dans plutôt bien, en final. Oui. Le Dredge Evolution pas fait plus vraiment d'impact pour dire que ça vaut la peine de le monter. Là. Ouais, c'est ça. Fait que non, on le mettra pas dans les excellents. De toute façon, il n'y a qu'une seule carte au final qui est réellement jouée encore, là. Effectivement. Bon, prochain plan, on va parler de Kaladesh. Kaladesh, donc. Les artefacts. Plein d'artefacts, comme dans Mirrodin, mais dans un autre style différent. Voilà. Exact. Donc, Kaladesh, c'est l'édition avec laquelle j'ai fait le tout premier CLE de ma vie. Et c'est là que j'ai pogné un combustible Geralt Masterpiece dans le pack de pré-release. Que j'ai décidé de vendre comme le dernier des abrutis et que j'aurais jamais dû vendre, que j'aurais dû garder avec moi. Ouais, mais des fois, ça arrive. Des fois, on fait tous des erreurs quand on essaie d'acheter ou de vendre. Mais on a aussi des bons coups. Oui. Des fois, ça arrive. Ça arrive. Genre le fait que j'ai acheté le fameux Omniscience pendant un Boxing Day, le Omniscience version Masterpiece à 70$, là. Mhm. Ça vaut genre 250, 210 minimum aujourd'hui, là. Comme un de mes amis qui avait ouvert dans son pré-release de Kaladesh, il avait ouvert un Sol Ring. Il l'a vendu pour 200. Ça vaut 1500 maintenant. Ou la Tabarnak. fois qu'on avait une seule boîte de Kaladesh à notre boutique, que finalement la personne l'achetait, donc il y a juste le propriétaire qui l'a ouvert. Il y avait un Sol Ring Masterpiece aussi. Parmi les masterpieces que j'ai pogné, il y avait le Combustible Geralt, il y avait le Duplicant. J'ai pogné Oui. aussi le Static Orb. Oh. Et pour finir, j'en avais pogné un autre, mais je me rappelle plus c'est quoi. Il y a eu beaucoup d'abord. Dans le Quelle même set minute. surtout. Là. Peut-être que si je marque demain, ils vont toutes les montrer. Ah. Non. Nope. Ok. Ah, voilà. Ok, je vais checker là-dedans. Ah, y'a pas ça, y'avait pas ça. Non. C'est pas Trénisphère. Ça non plus. Pas Ornithopter, Scrollrag, non, non. Ouais, le Static Orb, c'est lui que j'avais pogné. L'autre. Moi, celui que j'avais pogné, c'était Arcbound Ravager. Que j'ai ouvert en draft, mais je pense que Ah, c'était dans nice. Eternal. Ah, c'était quoi déjà? Ah, le duplicant, il est là. Mhm. C'est le C'est troisième. comme Steve Guerrero qu'on vient de le voir. Ah, c'était peut-être le Black Vice, mais ça, j'en avais pogné un. Ça va peut-être m'en revenir, là. Bref. Bon, c'est pas grave, au pire. Pas grave. Bref, c'est. Bref. On est là pour parler de Kaladesh. Donc, on va passer rapidement sur un contresort pas vraiment joué aujourd'hui, mais qui l'était dans certains sides. Ceremonious Rejection, quand un target colorless spell. Donc ça compte pas seulement les artefacts, mais aussi les sorts colorless. Ça, ils ont bien pensé, puis ça, c'est cool. Ouais, c'était contre Tron, contre Eldrazi Winter quand c'était sorti. Ouais. Donc, c'était bon dans son temps. Ensuite, on a le Torrentiel Geralt, ou la carcasse mécanique torrentielle. Donc, une 5-6 flash pour 6 dons de bleu. Quand tu es en jeu, tu peux caster un instant depuis ton cimetière sans payer son coup de mana. Tu le fais, ben, tu l'exiles à la place. De le mettre dans le cimetière. Et en fait, c'est une carte qui était jouée dans Contrôle. Mais c'est surtout une carte de pionnier aujourd'hui. Ouais. Ouais. C'est surtout, et en historique un peu aussi, c'est surtout en combinaison avec une carte de Strixhaven, dont on parlera pas. Magma. C'est Magma Opus. Ouais. Ouais. C'est surtout utilisé avec un Magma Opus dans d'autres formats, en fait. Mais pas en moderne, malheureusement. Non. En Je moderne, sais que c'est. Torchlight Guerrero était joué aussi avec une autre carte plus tard d'Among 4. Non, de Art of Devastation, excuse-moi. Parce que du fait que vu qu'il avait une carte qui était d'un côté instant, du côté sorcery, tu pouvais caster le côté sorcery si tu jouais pendant ton tour. Parce que c'était compliqué.
Bref, prochaine Ouais. carte. Alors ça, c'est joué dans le Tech Food. L'Ovaltiasme Daredevil, ça a été joué beaucoup plus tard quand Modern Horizon 2 est sorti. Et en fait, cette carte-là, en fait, c'est une 4-2 pour 4 dans un noir. Et en fait, quand un artefact entre en jeu, tu peux le ramener du cimetière dans ta main. Et en fait, c'est joué surtout en combinaison avec le fameux Underworld Cookbook. On va en reparler probablement lorsqu'on va être arrivé dans cette édition-là. Mais en gros, tu te défausses le Ovaltiasme avec cette capacité-là, tu crées un food. Quand le food entre en jeu, tu ramènes l'Ovaltiasme dans tes mains. Et en fait, ça permettait d'avoir une... pas de défausser des cartes, en fait. Pour de vrai. Ça permettait d'avoir des foods tant que tu pouvais l'engager. C'était une excellente carte pour ça. Voilà. Ensuite, on a la carte qui a fait ban le fameux Golgari Grave Troll, Cathartic Réunion. Tu défausses de 2 cartes en guise de coup supplémentaire, tu piges 3 cartes. Ouais. Donc 3 cartes égale 3 triggers de dredge. Donc tu te mets genre plus de 15 cartes. Et ça te permet de mettre plein de cartes de ton cimetière en jeu. Notamment le Prince Amalgam dont on a parlé tantôt. Effectivement. Donc ouais, le Dread 6 c'est un peu de trop. Fait qu'ils ont décidé de le nerfer un peu là, puis ils ont bien fait, je pense. Voilà. Oh oui. Le deck a clairement pas... Faut pas lui redonner ça pour qu'il revienne en fait au final. Bonne question. Avec maintenant des cartes de Horizon 2, peut-être ce serait plus facile de gérer. Mais... Ouais, mais ça va pas... ça va pas... ça sert à rien parce que ça va pas permettre à d'autres decks d'exister en fait, de débannir ces cartes-là. Ouais. Fait que je pense pas qu'ils vont le débannir, le Golgari Gravetron malgré tout. Non. Ils l'ont fait une fois et ils ont compris leur leçon. Ouais, c'est ça. Ils recommenceront pas, ouais. Parce que oui, il s'agit de la seule carte qui a... on l'avait déjà dit, mais c'est la seule carte qui a été débannie, puis rebannie après. Voilà. Et quand t'as dit Réunion, l'a fait rebannir pour la dernière fois. Bref, ensuite, on a Chandra de Tonge de la Défiance. Tu es où? Si je ne me trompe pas, c'est le deuxième Planeswalker qu'on voit qui avait 4 capacités. En effet, oui. Le premier étant Jace. Ah, le voilà. Jace. Donc, 4 dons de rouge. Plus 1 t'exile dessus de ton deck. Si tu peux le casser, mais si tu le fais pas, tu fais 2 à chaque adversaire. Plus 1 également, tu gagnes 2 mana rouge. Moins 3, tu fais 4 à une créature ciblée. Moins 7, tu gagnes un blanc qui dit que quand tu casses un sort, ben, tu fais 5 où tu veux. Ouais. Bref. Donc, on a ici, juste un bon planeswalker pour Mono Blue Moon. Pas de bêtises? Non, c'est Mono Red Prison. Mono-Red Prison, pardon. Ouais, c'est ça. Donc, voilà. Donc, un bon planeswalker qui donne plein de capacités tout en bloquant l'adversaire avec Ancient Embrace, style Blood Moon et tout. Oui. Très bien. Prochaine carte. C'était ça? Nouvelle carte. Attends, c'était quoi le nom de la carte de ça? Un Madcap. Ah, c'est le Madcap. Ah oui, t'as raison, c'est le Madcap. Je l'avais juste mal écrit. Donc, un rituel coûte 4 dons à rouge. Tu révèles les cartes du dessus de ton deck jusqu'à ce que tu révèles un artefact, tu le mets en jeu, et le reste en dessous de ton deck. Le Madcap t'inflige autant de blessures égale au nombre de cartes révélées de cette manière. Et en fait, c'est une carte qui est jouée avec le fameux... Platinum Imperior. De Scarab Miranda dont on avait déjà parlé. Et c'était en fait une combo que certains mettaient en side justement. Pour tout simplement se protéger. Puis après ça, ils le protégeaient genre avec des counter-spells, mais pas cher là. C'est le counter-spell qui permettait de contrer un sort pour un instant, une sorcery ou un enchantement. Puis le gars derrière se créait un oiseau de 2. Ouais, le fait que vu que ton point de vie ne peuvent pas changer, Madcap va t'infliger 0 du fait que peu importe où ce qu'il va être, il va pas faire de dégâts. Ouais, c'est ça. Donc voilà. On avait déjà mentionné, là, mais on en reparle ici. Voilà. Oui, je bats. C'est aucunement joué à ce temps.
Malheureusement, ouais. Ensuite, on a le Blossoming Defense. Ouais. Qui est en gros un instant qui, pour un vert, donne plus de exprouve à une créature ciblée. Donc ça, c'était surtout joué dans les decks infect pour protéger ta créature infect et tuer l'adversaire avec. Yep. Voilà. Il n'est plus vraiment joué non plus ça. Exactement. Prochaine carte, ben le Baumat de courrier. C'était dans certains decks budget de mono rouge. Pour un ace, pour un incolore. Quand il attaque, tu la carte du dessus de ton deck face cachée. Pour un rouge, en défonçant de ta main, tu sacrifies le Baumat. Tu mets toutes les cartes exilées par le Baumat dans ta main. Ça, c'était surtout dans les versions budget, mais c'est pas vraiment joué en fait en moderne. Mais j'en ai vu, j'ai vu certains decks de mono rouge jouer cette carte-là. C'est surtout une carte de standard aussi. Ouais. Ensuite, on a le... On va passer au terrain. On va parler à l'inventeur sphère. Donc, terrain qui te donne un point de vie au début de ton tour si tu en contrôles 3. 3 artefacts. Ça s'engage pour donner du mana colorless. C'est pour 4 et en langage il y a le sacrifiat. Tu t'en vas chercher un artefact et tu le mets dans ta main. Uniquement activable que si tu as le Metalcraft. Et oui, je dis Metalcraft parce que c'est la capacité de Scarab Mirrodin qui dit si tu contrôles 3 artefacts, tu as le bonus. Voilà. Juste un bon tutor, quoi. C'est encore joué, me semble. Je sais tellement pas dans quoi c'est joué, par exemple. Ok, c'était écrit comme ça, parfait. Ah, des prisons, des troncs prison. Et lanterne contrôle. Et c'est tout. Ouais, l'Under Control, pour dire que c'est plus vraiment joué. Là. Ouais, c'est ça. Mais c'était, me semble que c'était joué un petit peu avant, mais je me rappelle plus c'était quoi. Ouais. C'était joué justement dans l'Under Control. Ok, ouais. Ouais, l'antenne contrôle, c'est plus vraiment de méta depuis un bout, là. Même avant Modern Horizon 2, c'était plus vraiment joué, là. Il y avait trop de manières de casser les artefacts, là. Surtout avec le fameux... Chance. Il y a tellement de monde qui détestait l'antenne contrôle, là. Ben, ça doit être le fun de jouer le deck. Ça doit être pas le fun de jouer contre le deck, surtout quand tu te fais lock. Ouais, c'est ça. T'avais genre T'as des... comme pas nécessairement perdu la game parce qu'il peut avoir un mauvais... une mauvaise pioche, puis comme tu peux revenir, mais c'est tellement... Yep. Ensuite de ça, ben on a surtout les Fastland. Donc style Inspiring Vintage. Ouais. Donc Inspiring Vintage, exactement, oui. Puis toute la liste des Fastland, en fait, qui sont en fait la complétion du cycle des Fastland qui a été apparu dans Scarab Mirrodin. Voilà. Ouais. Donc, qui n'ont pas été réimprimés depuis. Donc, toutes les Fastland n'ont jamais été reprises, même dans des decks de Commander, on les a pas revus. C'est pas un cycle de terrain qui est vraiment viable en Commander, c'est plus du 1 contre 1 que pour ces terrains-là existent. Ouais. Voilà. Donc évidemment, les terrains en question, si je dis pas de bêtises, c'est pas tout qui était joué. Donc le Botanical Sanctum par exemple, il est joué dans Living End. Pebble of Canada, il est joué dans énormément de decks, dont Living End, dans Murktide, dans Sky Breach. Ouais. Ensuite, il y avait Inspiring Vintage qui est joué dans Burn. Et les deux autres ne sont pas vraiment joués. Donc le Orzhov et le Golgari. Quoi que le Golgari... Courtyard, le Golgari c'est Blossoming Marsh, mais c'était joué dans John, mais John n'est plus vraiment joué. Ah, ok, ouais. Ben, c'est vrai que Yawgmoth joue Blossoming Marsh. Ok, ouais. Peut-être que le Fastland est joué dans Yawgmoth. C'est que ça. Même... Ah, si, Blossoming Marsh c'est joué dans Mok'Tot, ouais. Fait qu'on parle quand même d'un cycle de terrain vachement impressionnant, tu sais, quand même. Oui. C'est ça, c'est pas les Shocklands, mais bâtard que c'est joué. Ouais. Bon. Écoute, moi j'aime beaucoup l'édition canadienne pour ces terrains. Oui. Je le mettrais dans... Toi, tu le mettrais où? Le problème, c'est quasiment juste les Fastlands qui me perdiraient de le mettre dans Excellent parce que Burn, c'est méta, c'est top tier. Ben, c'est tier 2. Murktide, c'est tier 1. Blossoming Marsh dans Yawgmoth, c'est tier 1. C'est vrai, oui. 1 ou 2 plutôt, techniquement.
Non, Botanical Sanctum, c'est joué dans non, pas Living Hand, mais dans Crashing Footfall. T'sais, c'est toutes des lanes qui sont jouées quand même dans plusieurs decks, je te dirais. Là. T'sais, chacun, comme mettons, un qui va être joué dans deux decks, mais top tier, ou des choses comme ça. Je pense que ça va dans quasiment excellent. Facile. Juste, mais par Ouais, contre, c'est juste à cause de Fastlane. On allait le Fastlane, puis le deck c'est plate, mais le set il vaut plus grand chose. c'est vrai, ouais. Ouais, je suppose que ça se mérite. Après, il me semble, on va revenir vers la fin, mais il me semble qu'on l'avait mis dans une position différente, si je me souviens bien. Ouais. En tout cas, bref. Ouais, je pense on peut se permettre de le mettre dans les sections. Bon! Enter Evil d'Astor. Ça, c'est la prochaine édition. Ça, ça en dessous. Donc, Enter Revolt. Donc ça, c'est le deuxième édition du bloc Kaladesh, donc évidemment. Mhm. Donc voilà. C'est là où il y a la révolution, justement, des personnes qui se révoltent contre l'autorité, là, qui causaient plein de problèmes. C'était la confiscation et tout, là. Pour alimenter un projet de Tezzeret, le méchant. Bref. J'ai pas tant lu que ça, l'histoire du lore principal de Magic, là. C'est pas quelque chose qui m'intéresse en vrai, personnellement. Puis de toute façon, Je la regarde un peu, mais sans vraiment trop effectivement me focusser là-dessus. Là. Ouais, c'est ça. Tu Mais sais, c'est bon. le seul truc qui existait à cette époque-là concernant le lore, c'était les Magic sur la chaîne de Magic des Chics qui racontait justement le lore, mais je trouvais qu'ils lisaient tellement de manière monotone, là, c'était horrible. Je trouve, ils lisaient de manière tellement monotone et tellement plate, là, je trouve, là. Donc, Il va ouais. falloir à un moment donné trouver peut-être il va falloir qu'il y ait une chaîne qui explique le lore, mais je l'ai vu moi, quelqu'un qui a fait ça, mais des fois c'est une vidéo qui dure comme 1 heure, fait que ça t'explique toute ben, l'histoire de Magic en 1 heure, comme, tu condenses pas mal. Ben, quand t'arrives à faire une vidéo qui est bien accrochante pis tout pendant 1 heure, c'est pas si grave que ça. Mais Ouais, quand ta vidéo est poche dès le début, ça sert à rien de faire une vidéo d'1 heure en fait. true. T'sais. Bref. Après, il y a un début à tout quand tu commences une chaîne YouTube, évidemment. C'est Ouais. normal. C'est des choses qui arrivent. Bref, revenons au sujet de Interivode et on va commencer par une carte que j'adore en version française. Baral, chef of compliance, mais surtout que je préfère dire en français, Baral, directeur de conformité. Ça se dit tellement bien pis c'est tellement classe comme nom. C'est tellement drôle, je trouve, comme nom, mais effectivement. Moi, j'adore comme ça. J'en avais un en français, puis je le regrette d'avoir tradé un jour. Calisse que je le regrette. Si je le retrouve en français, je vais être content. Donc, il y en a un Oui. 3 pour 2 dons en bleu. Les instants et les sorceries que t'as de moins. Et quand un sort ou une capacité que tu contrôles contrecarre un sort, tu piges une carte. Si tu le fais, tu te défausses une carte. C'est pas pour ça qu'on le joue, c'est surtout pour son truc qui diminue de 1 des instants et des sorceries. Et c'est en fait une carte qui a comme ressuscité un certain format, un certain deck. Pardon. Pourrais me le dire laquelle? Effectivement, le fameux Barrel Storm qui est devenu, justement, grâce à lui, la carte qui a permis de pouvoir ramener Storm dans le format moderne. Eh oui, parce qu'en effet, avant, il y avait juste le Goblin électromancer dans les decks Stone qui permettait de diminuer les instants et les sorceries. Et l'arrivée de Baral a tout changé. Et ça a permis au deck d'exister pour de vrai à cette heure. Exact. Bref. Bon, en bref, c'est plus joué aujourd'hui, mais bon. Ouais. Ensuite, on va parler du Métallique Rebuke. Donc ça, c'est un petit contresort qui est joué dans Affinité. Improvise Oui, pour 3 noms à bleu. Contrer un sort ciblé, sauf si le joueur paye 3. Donc facile de tout simplement engager des artefacts pour juste payer un bleu et contrer un sort ciblé. C'est pas mal, on va pas se mentir là-dessus. effectivement. Ça, c'est joué dans Affinité. Qui est pas dans les gros top tiers, mais qui reste toujours un deck avec lequel il faut faire attention quand tu l'affrontes. Genre, il est où? Là. Voilà, c'est toujours un excellent un contresort qui est juste pas cher. C'est pas toutes les versions qui le jouent, de ce que je comprends ici. Ouais. Les instants sur. Ok, ouais, ils sont surtout temps de Il y en a ça. cast. Mais ça, c'est ça, c'est qu'il y en a certaines versions d'Affinity qui sont tellement agressives qu'ils ne te permettent pas d'avoir de l'avoir.
Ok, ouais, si je comprends bien, c'est surtout une carte de side en fait. Ouais. Ouais, c'est ça, c'est surtout une carte de side en fait. Mais bref. Mais ça reste quand même un bon contresort dans ce deck-là. Ouais. Ensuite, la prochaine carte, on va parler du Square of Invention. Oh my god. Ça, c'est un tutor qui était joué dans le fameux deck d'Urza Lord Artificier. Ouais. C'est. Oh oui, ça, ouais. High Lord Artificer, techniquement, là, mais grand seigneur artificier, je suppose. Lord Eye Artificier, ouais. Donc, ce deck-là, en fait, qui était complètement brisé et qui a finalement été. Qui s'est pris finalement à ban. Non, pas lui qui s'est pris à ban, mais une autre carte dont on va parler une prochaine fois. Voilà. Il y avait un deck autour des artefacts, c'était vraiment stupide, là. Tant mieux si c'est plus joué parce que c'est un deck que j'aime pas vraiment affronter. Ensuite, la prochaine carte. Ben, on va passer outre leur édition de Negate qu'on a déjà vu. Et surtout. On va passer surtout à Fatal Push. Où la poussée fatale, la carte qui te permet de tuer un oiseau en le poussant dans le vide. Faut vraiment que tu le pousses fort. Bref. Donc, détruis une créature avec une valeur de 2 ou moins. Ou de 4 ou moins s'il y a un permanent qui a quitté le champ de bataille ce tour-ci de ton contrôle. Voilà. Donc voilà, c'est juste un removal qui est encore joué à l'heure actuelle, qui est très puissant, qui fesse fort. Bref. C'est juste une excellente carte en fait, tout simplement. Bref. T'as encore joué encore un peu dans Rakdos Scam, si je me trompe pas. C'est joué dans Rakdos Scam, me semble. Je veux dire, il y a. Quand cette carte-là est sortie, Ouais, c'était c'est le ça, c'est nouveau ton. Path to Exile. C'est ça. C'est quasiment ça, là. Il y avait le Jun Saya aussi qui le joue. Golgari Gangmode aussi le joue. Dimir Master qui a l'air d'être un deck que j'ai jamais vu, mais qui a l'air de. Dimir Bowmaster, c'est pense à Murktide sans le rouge. C'est Tu ça. rajoutes le noir. Tu rajoutes Bowmaster à la place. Ah, ok, ouais, c'est beau. Bref, c'est juste un des meilleurs removals du format moderne. Ouais. C'est joué évidemment en Pioneer. C'est même joué en Legacy, dans certains decks. C'est joué partout en fait. C'est simple que ça. Bon, sauf en Commander parce que c'est trop limité, mais ça reste un excellent removal. C'est un des plus importants. C'est joué un peu quand même. Ouais. Et ensuite, on a Indomitable Creativity. Tellement mal marqué. Donc, un sort qui est devenu célèbre très tard. Ça permet pour 3. Ouais. Pour 3 noirs rouges et pour X, tu détruis X target artefact ou créature. Pour chaque permanent détruit de cette manière, son contrôleur va révéler les cartes du dessus de son deck jusqu'à ce qu'il révèle un artefact ou une créature. Et ensuite, ce joueur-là met les cartes exilées sur le champ de bataille. Donc, malheureusement, ça permet. Il n'y a pas moyen de l'empêcher avec un. La fameuse artefact permet de dire que les cartes ne peuvent pas être jouées depuis la librairie ou depuis le cimetière. Les créatures ne peuvent pas entrer en jeu depuis le cimetière ni de la librairie. Digger's Cage. Ouais, c'est ça, les Grand Digger Gage. Ils les exilent avant, c'est ça le problème. Donc. Exact. Donc, l'indomitable créativité, en fait, avec ça a donné naissance littéralement à un deck qui permet de mettre tout simplement une carte de Modern Horizon 2. Encore une fois. Et le deck est toujours joué à l'heure actuelle. Ouais. J'ai perdu quelques plumes, mais c'est toujours encore joué. Je me rappelle quand j'avais ouvert cette carte-là, j'avais dit si un jour cette carte va être jouée dans un deck. Ça a pris énormément de temps, mais j'ai fini par vendre la carte quand elle a enfin venu à bout d'être un deck jouable. Moi, je l'ai vendu trop vite par contre. Moi aussi, je l'avais déjà pogné cette carte-là. Ouais. Voilà. Ouais, c'est un archétype qui existe grâce à cette carte-là, en fait. Ouais. Tout simplement. Il n'y a pas de discussion là-dessus. Ensuite, prochaine carte. Bon, on va passer outre le Ornithoptère. On va passer à Walking Ballista ensuite. Oui. Donc, on l'avait déjà mentionné plus tôt. Ben Et voilà.
qui est banni en pionnier, de ce que je constate, qu'on avait déjà constaté plus tôt. Mhm. Donc, il arrive avec X marqueur plus 1 plus 1. Ça, c'est encore une carte qui est jouée, notamment dans le tronc, mais aussi dans des decks qui jouent justement à carte, là. Donc, c'est surtout que. Affinity, Black, Mono Oui. Black Coffer, Hornet Oui. Scale. Oui. Donc, voilà, on a quand même 2 Vizier, cartes. le deck de le combo de Vizier, j'ai tellement oublié. Ah oui, évidemment, Dévoté de Dieu plus Vizier de remettre, tu le mets en 400 milliards de 400 milliards, puis c'est fini pour l'adversaire, là. Et voilà. Tu fais genre. On va faire 69 420, mais bon. Ah, sûr, moi. Même moi, je préfère dire 400 milliards, c'est le truc que j'ai pensé la première fois, puis que je dis tout le temps à cette heure. Faut dire un chiffre légal parce qu'il faut. Tu peux pas dire infini légalement dans un tournoi. Il faut que tu donnes un chiffre, en fait. Effectivement. En tout cas, bref. Bon, ensuite. Il reste une carte. Qui s'appelle le Renégat d'Allier. 3-2 pour 3 dont un vert et un blanc. Revolt, quand tu entres en jeu, si un permanent que tu contrôles a quitté le champ de bataille sur ton site, tu retournes un permanent avec une valeur de 2 mois depuis ton cimetière en jeu. C'était joué en un exemplaire dans les decks de voted de plus. C'est tout. Ouais. Voilà. Il y avait quelques decks, genre Reliquary aussi, dans Reliquary, mais ça s'était joué un petit peu, mais testé plus, mais ça a vraiment percé. Ouais. On s'en fout, donc on passe au bilan. Donc, Kaladin, tu le mettrais où? C'est sûr que je le mettrais dans au moins excellent, puisque Interdit Créativité est encore là. Walking Ballista. Bon, Barrel, c'est plus vraiment joué. Fatal Push, quand même beaucoup joué. Oui, Peut-être même Fatal dans Push, on a les Fatal plus Push, importants. créativité, puis le fameux Walking Ballista. Walking Ballista, c'est joué dans énormément de decks, c'est super pratique pour défoncer les créatures adverses ou comme kill de fin. C'est juste très bon. Ouais. Je pense que je le mettrais sûrement dans excellent, parce que si j'ai pas mis Kaladesh dans le plus important, je trouve qu'Ethervolve va pas nécessairement plus important, parce qu'il fasse Len est quand même meilleur mana Ouais. base, sauf que là, c'est le meilleur win con. Ouais, c'est ça. Il y a un deck qui existe grâce à cette édition-là. Il y a une carte qui est jouée dans les decks de tier 1. Puis Fatal Push, c'est un des meilleurs removals qui existe à l'heure actuelle. Donc, on dit pas non à ça, quoi. Fait que. Non, c'est sûr. Il peut aller dans les excellents, en vrai. Moi, je suis d'accord. Bon! Ben voilà, ça, c'était la dernière édition dont on va parler aujourd'hui. Donc, juste pour vous dire. Et on va revenir en just setting. Donc, on en est rendu là à date. Donc, on avance bien. Mais on va vous révéler une petite surprise avant la fin de la vidéo. Sachez que ça se peut que vous voyez peut-être des petites micro-différences entre cette partie et la partie d'après qui va arriver, la 7e partie, pour la simple et raison que j'ai fait la gaffe, la stupidité. Parce qu'en fait, cette 6e partie, je l'avais normalement le faire en live avec Dark Rings. Mais sauf que, sachez que c'est obligé à l'heure actuelle de refaire cette partie. Parce que j'ai oublié de télécharger la partie 6 de cette tier list-là. Fait du coup, je l'en fais. Voilà. En live. Surprise, c'était une joke. On est le 1er avril et vous avez bien joué là. C'est bon. Fait que c'est pour ça que ça se fait vous voyez une différence entre la 7e partie et la 8e partie qui va arriver plus tard. Parce que j'ai changé. Parce que peut-être qu'il y a eu des changements entre par rapport à ce que j'avais pris la décision par rapport à la 6e partie que j'avais faite, mais en live. Bref. Voilà, c'était juste le petit message de fin. Bref, on va arrêter ça là pour aujourd'hui. Fait que merci d'avoir été là dans Green. J'espère que ça t'a fait plaisir de parler avec moi de cette tier list. Mais oui. Fais juste attention, faut que tu télécharges les autres parties, là, oublie pas si elles sont pas déjà faites. Je les oublierai pas, inquiète pas. Puis du coup, on se retrouve à la prochaine pour une prochaine partie, la partie 7, mesdames et messieurs. Allez! Salut tout le monde! Bye bye YouTube!